Bonjour et bienvenue sur cet épisode spécial de Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 4 mars 2025, épisode 211. Je suis Marc-Frédéric Gomez. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, les États-Unis suspendent leur cyberopération contre la Russie. L'administration Trump a décidé d'arrêter les cyberopérations offensives contre les infrastructures russes d'après The Guardian. Réaction politique et inquiétude sécuritaire. Le sénateur Chuck Schumer critique vivement cette décision, affirmant qu'elle constitue une erreur stratégique et qu'elle donne libre accès aux cyberattaques russes contre les infrastructures critiques américaines et alliées. La CISA maintient officiellement sa surveillance des cybermenaces russes. Face aux accusations de relâchement de la surveillance, la CISA a tenu à démentir les rumeurs et réaffirmer son engagement à protéger les infrastructures critiques américaines contre toutes les menaces cyber, y compris celles de la Russie. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cet épisode spécial dans la description de celui-ci. J'ai souhaité faire cet épisode spécial car je suis revenu sur un article du Guardian qui a été publié le 28 février 2025. Le Guardian, qui a quand même joué un rôle central dans l'affaire Edward Snowden en 2013, était l'un des premiers médias à publier les révélations sur la surveillance de masse menée par la National Security Agency, la NSA, des États-Unis. Nous sommes donc en présence d'une source fiable et autonome, mais est-ce vraiment toujours le cas en 2025 ? L'administration Trump a récemment modifié sa politique en matière de cybersécurité en minimisant la menace que représente la Russie pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette réorientation stratégique se manifeste notamment par l'absence de mention de la Russie dans un discours de Leslie France, secrétaire adjointe pour la cybersécurité internationale au département d'État, lors d'une réunion des Nations Unies. De plus, une note interne de la CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, aurait redéfini les priorités de l'agence, excluant la surveillance des cybermenaces russes, toujours d'après The Guardian. Ces changements interviennent dans un contexte où l'administration Trump cherche à améliorer ses relations avec Moscou, suscitant des inquiétudes parmi les experts en cybersécurité. Certains estiment que cette nouvelle orientation pourrait accroître la vulnérabilité des États-Unis face aux cyberattaques russes. Des sources anonymes au sein de la CISA ont également indiqué que les analystes ont été informés de ne plus suivre ou rapporter ces menaces en provenance de la Russie, ce qui marque une rupture significative avec les évolutions précédentes des agences de renseignement américaines. En réaction, le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a critiqué cette décision, la qualifiant d'erreur stratégique qui pourrait menacer la sécurité nationale et économique des États-Unis. Il a exprimé ses préoccupations quant au fait que cette approche pourrait être perçue comme une concession à Vladimir Poutine, alors que la Russie continue à mener des opérations cyber et des attaques par ransomware contre des infrastructures critiques américaines. Je vous rassure, vous allez voir le lien avec la cybersécurité qui nous touche, nous, entre guillemets, Européens. Par ailleurs, la secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, aurait ordonné une suspension de toutes les opérations cyber-offensives des États-Unis contre la Russie, y compris les actions numériques offensives. Cette décision s'inscrit dans une volonté évidemment de réinitialiser les relations entre Washington et Moscou avant les négociations de paix menées par les États-Unis entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, la CISA a affirmé qu'il n'y avait eu aucun changement dans sa posture et ses priorités concernant les cybermenaces russes. On doit reconnaître que c'est vrai. Malgré tous ces effets d'annonce depuis le 28, qui sont sortis publiquement le 28 février, on continue toujours à recevoir des informations de la part de cette agence américaine. Un porte-parole du département de la sécurité intérieure a déclaré que l'agence restait engagée à traiter toutes les menaces cyber visant les infrastructures critiques américaines, y compris celles en provenance de Russie. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, qu'on avait posé le cadre, que doit-on faire quand on est un CERT ou un CSERT suite à l'arrêt des opérations de surveillance cyber des États-Unis ? L'arrêt des cyberopérations offensives et de surveillance des menaces russes par les États-Unis, ça marque vraiment un tournant stratégique qui va nous impacter directement, nous, entreprises commerciales, en particulier dans le contexte européen. Dans ce contexte, les CERT vont devoir adopter une posture défensive et renforcer leur autonomie pour continuer à assurer une cybersécurité efficace, et je vous propose à travers 6 principaux points ce qu'il faut entreprendre. Le premier, c'est revoir la posture de surveillance et d'anticiper les menaces. Alors pourquoi ? La CISA et le cybercommand américain constituent une source majeure d'intelligence sur les cybermenaces. Alors quand on parle d'intelligence, on parle bien de renseignement. Avec leur retrait partiel, le volume et la fréquence des alertes sur les activités russes risquent de diminuer, laissant un vide que les CERT européens devront combler. Alors les actions qu'on peut mettre en place, c'est renforcer des partenariats avec d'autres sources de threat intelligence, collaborer plus étroitement avec l'ENISA, Europol, les CERT nationaux ou privés, exploiter des sources alternatives, intégrer des flux de renseignements open source qu'on appelle l'OSINT et des services privés en threat intelligence feed, les feeds commerciaux.
automatiser la collecte et le traitement des indicateurs de compromission pour compenser la perte d'alerte en provenance des États-Unis. Il ne faut pas oublier que la CISA, c'est 6 000 personnes. Donc il y avait une puissance, plus tous les sous-traitants, il y avait une puissance de capacité à produire des alertes tous les jours que très peu d'entités nationales individuellement peuvent faire. Par contre, si on prend la puissance de tous les CERT européens nationaux plus les CERT privés, on les fume. Pardon, nous avons une meilleure capacité de traitement et de faire des alertes. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était renforcer la détection et la réponse aux incidents. Pourquoi ? L'absence d'opérations offensives américaines contre les cybercriminels russes pourrait entraîner une augmentation des attaques en Europe, notamment contre les secteurs financiers, industriels et gouvernementaux. Il faut voir qu'aujourd'hui, les Russes ne se cachent plus. Ils annoncent sur leur canaux Telegram « on va attaquer des pays ». Donc, les actions qu'on pourrait mettre en place, c'est accroître la vigilance sur les TTPs, les fameuses Tactics, Techniques and Procedures, des groupes russes connus comme APT-28, APT-29, Sandworm, FinCEN ou Conti. Mettre à jour et tester des playbooks de réponse à incidents en tenant compte d'une menace persistante plus élevée. Améliorer les capacités de chasse aux menaces, ce que j'appelle le threat hunting, en renforçant l'analyse des logs et l'investigation proactive dans les environnements sensibles. Le troisième point, c'est de sécuriser les infrastructures critiques et renforcer la cyber-résilience. Sans pression directe des États-Unis, les attaques contre les infrastructures critiques européennes pourraient s'intensifier. Énergie, transport, télécom, santé, finances. Les actions qu'on pourrait mettre en place, ça serait auditer et durcir les infrastructures critiques. Alors je vous rassure, c'est déjà fait, mais c'est ce travail collectif qui va être plus européen, en priorisant des services sensibles aux attaques avancées sur les APT. Mettre en œuvre des exercices de cybercrise plus fréquents pour s'assurer de la réactivité des équipes et des processus en cas d'attaque massive. Renforcer l'authentification et la protection des accès aux systèmes sensibles. Déjà en favorisant le Zero Trust et les MFA robustes. C'est pas parce que vous avez mis du double MFA que vous êtes protégé. Le quatrième point, c'est l'anticipation avec la recrudescence des ransomware et des attaques destructrices, les fameux wipers. Alors, ces groupes cybercriminels russes opèrent souvent avec une tolérance des autorités, voire une collaboration indirecte, moi je dirais plutôt directe, puisqu'on l'a pu constater ces dernières années, et le retrait américain pourrait leur offrir une plus grande liberté d'action. Dans un mot, on vient de leur dire « fais-toi plaisir, de toute manière, on va plus te surveiller ». Donc, les actions qui pourraient être mises en place, c'est la surveillance des infrastructures C2 et bloquer proactivement les nouveaux IOC liés au ransomware et wipers russes. Là, c'est compliqué, il y a du juridique qui rentre en ligne de compte. Il faut bien se rendre compte qu'en France, on n'a pas le droit de faire du hackback. On ne peut pas se connecter sur le serveur d'un attaquant. Officiellement, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, il faut avoir un blanc-seing de la part des autorités, que ce soit sur un plan juridique, sur un plan pénal, parce qu'il y a du juridique commercial, il y a le juridique pénal. Aussi, là, on va en prison et on a des oranges aussi. Et là, il y a des choses à modifier. Ça, c'est au niveau étatique. Améliorer les capacités de détection des attaques du type laving of the land, c'est ce qu'on appelle les LOT, là, où des outils légitimes de système sont détournés à des fins malveillantes. Établir un protocole d'urgence avec les entreprises partenaires pour limiter l'impact des attaques destructrices, effacement de données, sabotage. Là, on va être sur le côté qui existe déjà au niveau des CERT, on l'appelle ça l'intercert. Mais aujourd'hui, l'intercert, c'est du partage d'informations avec un certain niveau. On n'est pas encore, il n'y a pas de SLA, par exemple. On pourrait faire, par un exemple, des protocoles d'urgence avec des SLA. Vous avez une obligation de répondre dans les 30 minutes. Ça serait un exemple. Adapter la collaboration. Alors ça, c'est le cinquième point, c'est adapter la collaboration et l'échange d'informations entre CERT. Alors ça existe déjà. C'est vrai que cette proposition peut sembler surprenante, mais tous les CERT n'ont pas le même niveau de maturité. Les CERT européens, ils doivent remplacer cette coopération où les renseignements perdurent avec les États-Unis pour une meilleure interconnexion intra-européenne. Aujourd'hui, quand on va dans les réunions inter-CERT mondiales, c'est vrai que les gens qui parlent sont beaucoup plus anglo-saxons que français ou italiens. On en voit quelques-uns, mais sur 100 prêses, vous avez peut-être 6 prêses européennes. C'est ça qui bloque un peu. Et encore, si je retire celle du cercle, il n'y en a plus qu'une. Donc, les actions qui sont, à mon sens, à mettre en place, c'est d'augmenter la fréquence des échanges entre CERT nationaux et CERT privés. Alors, en France, on a de la chance, on a de l'Intercert France qui fait ça. Il faut savoir que quand vous êtes une grande entreprise, vous avez aussi des liens avec les CERT nationaux, vous avez un contact privilégié. Et vous avez aussi des mécanismes de partage d'IOC, des tactiques défensives. Il faut aussi intégrer davantage aux initiatives européennes. On ne peut pas gagner cette guerre tout seul. Ça, il faut arrêter ce truc-là. Le réseau européen des CERT, comme le projet de Threat Intelligence mutualisé par l'ENISA, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment mettre en avant. Et créer des cellules de coordination rapide pour contrer les attaques majeures. Les réseaux CSIRT et CERT, qui sont à travers déjà tout le territoire, doivent aussi se mettre en coordination avec leurs correspondants européens. Alors c'est vrai que c'est pas évident, il faut parler une langue étrangère généralement. À part avec nos amis belges ou de Monaco, ça va être compliqué de parler autre chose que le français. Mais on y arrive.
Et le sixième point, évidemment, celui-là, c'est le, comment dirais-je, c'est le point que j'ai trouvé qu'il enfonçait un peu trop les portes ouvertes, mais qui est plutôt sympa, c'est communiquer et sensibiliser les entreprises et les institutions. Avec un tel niveau de menace qui va être accru, les entreprises européennes doivent mieux comprendre les niveaux de risque et adapter leur défense en conséquence. Les actions à mettre en place, ça va être de diffuser des alertes, des recommandations renforcées aux entreprises, encourager l'adoption de bonnes pratiques de cybersécurité, notamment l'hygiène numérique. L'ANSSI a fait un superbe guide là-dessus. La gestion des accès, la mise à jour des systèmes, organiser des formations, des exercices de simulation pour tester la résilience face à des attaques avancées. C'est vraiment le point qui coûte le moins cher et qui va être le plus actionnable le plus rapidement possible. Et il faut bien voir que quand on va au combat, on va avec des gens qu'on connaît, avec des gens avec qui on s'est entraîné. Vous pouvez prendre les hommes les plus forts du monde, les troupes les mieux aguerries du monde. Si elles n'ont pas travaillé en coordination, elles valent zéro sur le terrain. Ça marchera pas. Et à la rigueur, il va y avoir des tirs fratricides. Ils vont s'entretuer entre eux, quoi. Alors que l'objectif est quand même de bloquer la menace. Alors, si je devais conclure cet épisode, pour moi, un CERT européen, ça doit accélérer son autonomie opérationnelle. L'arrêt des cyberopérations américaines n'est pas juste une simple décision politique. C'est une modification de l'équilibre cyberdéfensif mondial qui va impacter directement l'Europe. Le rôle des CERT est plus critique que jamais pour assurer cette résilience des infrastructures et des entreprises européennes face à une menace en mutation. Le CERT doit se positionner en pilier central de la cybersécurité européenne. Surveillance, détection proactive, réponse rapide et partage d'informations doivent être renforcés. Une anticipation et une collaboration seront essentielles. Alors, elle existe déjà dans certains secteurs d'activité, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est pas encore au bon niveau de maturité. Il faut multiplier des initiatives de coopération intra-européenne et aussi avec le secteur privé. C'est pas uniquement que des CERT nationaux, des CERT États, entre guillemets, ministériels qui vont faire le job. Ils sont pas assez nombreux. Et il faut avoir aussi, c'est quelque chose où j'ai eu un peu de mal à me positionner, mais aujourd'hui, parce qu'on a des problèmes réglementaires, juridiques, pénals, ce que je vous disais. Mais il est temps d'adopter vraiment une posture beaucoup plus offensive que de jouer en défense. Le threat hunting, la cyber threat intelligence et les exercices de cybercrise doivent devenir déjà une norme, mais surtout, il faut qu'on ait la capacité de faire des hackbacks. Je sais que certains d'entre vous vont me dire c'est du grand n'importe quoi, mais regardons le grand n'importe quoi. Nous avons le président des États-Unis qui a dit qu'il allait envahir le Groenland. Je sais pas, moi, quelque part, je me dis que quand on sait que tous les F-35 européens peuvent être arrêtés sur un simple bouton, on se pose des questions, quoi. Le grand n'importe quoi qu'on pensait qu'il ne serait jamais possible, il est en train d'arriver. Et nous, Européens, parce qu'on a beau être français, on est avant tout Européens, il faut bien se rendre compte qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle notre autonomie. Notre autonomie, j'y crois pas à l'autonomie 100% Made in France. Sur le nucléaire, c'est un autre débat, ça j'y crois. Mais sur la cybersécurité, ça fait trop longtemps que je partage de l'information avec mes pairs. Et aujourd'hui, j'arrive à un niveau de maturité qui me semble, je dirais pas satisfaisant, parce que ça serait hyper arrogant, ça serait pas au bon niveau. Mais on arrive à un bon niveau de maturité. Pourquoi ? Parce qu'on partage l'info. Et quand vous partagez de l'info, on vous donne de l'information. Et il n'y a aucune entreprise commerciale qui va vous fournir l'information du siècle et qui va tout tuer. Non, c'est à partir de faisceaux d'informations qui viennent par différentes sources que vous trouvez le bon truc. Donc, voilà, j'ai voulu faire cet épisode spécial. Je suis sidéré de voir l'attitude de la nouvelle administration américaine. On va avoir des impacts. On va avoir des informations qui vont moins tomber. Alors, pour le moment, ça tombe. La CISA continue à faire le job. Mais généralement, quand votre DG vous dit de faire quelque chose et que vous refusez de le faire, bon, ça tient quelques temps, mais c'est le DG qui gagne à la fin. Il vous vire. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont en train de faire le ménage dans la CISA via le Doge. Et puis, Donald Trump a été très clair, il veut virer la responsable. Donc, il y a un petit peu de drama queen. Ça fait pas sourire parce qu'on se rend compte qu'on va perdre vraiment un flux d'informations qui était de qualité, qui était qualifié. Ça n'a rien à voir avec quand je vous parlais des cyber-influenceurs, ce genre de choses. Donc là, quand vous avez une alerte de la CISA, on a très peu de faux positifs. Si je reprends sur les 5 dernières années, je crois que j'ai 0 faux positifs sur la CISA. Il n'y a pas une alerte qui était bidon, il n'y a pas une information qui n'était pas au bon niveau. Donc il faut faire, c'est vraiment une grosse perte qu'on risque d'avoir. On a une chance incroyable en France, on a la NSSI, en Allemagne il y a le BSI. Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre ? Il faut aussi se rendre compte que la CISA, c'est entre 5 et 6 000 personnes, suivant les chiffres quand on regarde. On n'en est pas encore là, mais peut-être que ça va être un déclencheur. Et la phrase que j'ai retenue pour la fin de cet épisode, la cybersécurité européenne, elle doit vraiment entrer dans une nouvelle ère d'indépendance, d'adaptabilité pour faire face aux cybermenaces émergentes. On ne peut pas tout le temps s'appuyer sur des entreprises qui ne font pas partie de notre culture, de notre région. C'est pas possible, quoi. À un moment, il faut être un petit peu franchouillard et un petit peu
beaucoup européens. Et voilà, cet épisode spécial de Radio Cesseur du mardi 4 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai exprimé une position. Elle devrait vous apporter normalement des informations utiles ou pas. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 et réagissez à cet épisode. S'il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous au contraire, on doit le faire, c'est en y allant tous ensemble qu'on peut y arriver. Il n'y a pas d'entreprise suffisamment puissante en Europe qui puisse le faire tout seul. C'est pas possible. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. C'est fait un peu à l'arrache, mais pas mal. Et puis j'ai consulté pratiquement plus de 150 sources pour faire cet épisode, mais c'est lunaire quand on voit ce qui est en train d'être décidé par cette nouvelle administration. Ils ont décidé juste de renverser la table. C'est une méthode. Il faut oser. C'est assez rare de voir qu'on est capable de s'asseoir sur 70 ans d'alliance, quoi. C'est juste lunaire. Tout ça pour faire la gambette à une autre puissance. Mais bon, il y a d'autres enjeux qui se jouent, ça nous dépasse complètement et nous on fait de la cyber. Je vous souhaite quand même une très belle journée. Détendez-vous, on va se prendre un petit café, ça va bien se passer. Et en plus, il fait un temps magnifique. Et je confirme, hein, ça a piqué. J'ai pris la moto ce matin. Au revoir. Et là, c'est à demain pour un nouvel épisode.